Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de bouddhisme et pour vous parler des moines bouddhistes. Alors actuellement, il est très à la mode de faire des retraites dans des monastères, de méditer, d'essayer de faire le point sur sa vie. Alors la méditation est quelque chose d'excellent, mais instaurée dans une civilisation, dans une culture comme le bouddhiste, elle n'est pas négative, mais elle avait une fonction bien particulière, une fonction sociale que je vais vous expliquer, et une fonction sociale bien éloignée de ce que le bobo peut penser du bouddhisme et de sa méditation et de ses moines. Alors je vais vous lire ce petit texte pour vous faire comprendre que tout est énergie et que les spiritualités des peuples se construisent en fonction du milieu et en fonction de la mentalité de ces peuples formés par le milieu dans lequel ils vivent. Donc je vais vous lire ce petit texte qui s'appelle « Le moine bouddhiste ». Le moine bouddhiste. Le moine bouddhiste, recherchant dans la méditation l'annihilation de son être en se fondant au tout sans être, est la résultante d'une civilisation en opulence énergétique donnée par la culture du riz qui oblige les individus à des travaux collectifs d'irrigation avant l'exploitation individuelle de la parcelle, faisant ainsi rentrer de génération en génération dans l'esprit de ces hommes que le groupe passe avant l'individu et que l'individu n'est pas grand-chose. Dans cette société hautement communautaire basée sur la culture du riz et la bonne gestion commune des infrastructures productrices d'énergie que sont les rizières, les hommes appliquent leur façon de penser à la gestion des hommes et au contrôle de la société. Dans cette société asiatique ayant explosé démographiquement par l'apport énergétique que fournit le riz, les hommes furent donc confrontés à la surpopulation et à la concurrence masculine interne pour le territoire et les femmes, concurrence pouvant déstabiliser le groupe, l'affaiblir et même le détruire. Habituée à la gestion collective et peu individualiste, cette société basée sur l'exploitation du riz généra une spiritualité permettant de recycler les jeunes hommes sans héritage et sans femme dans des activités peu énergétiques et calmantes de méditation. C'est ainsi que les monastères et les moines bouddhistes apparurent. Des organisations peu coûteuses, financées par les oboles du peuple, où de jeunes hommes sans famille et sans terre pouvaient, dans une presque immobilité peu consommatrice d'énergie, méditer et oublier toutes leurs souffrances terrestres issues de leur impossibilité de s'accomplir dans une vie familiale donnée par l'exploitation de la terre ou une fonction d'artisan. Toutes les sociétés du monde sont confrontées à ce même problème. Gérer la bonne répartition des richesses issues de l'exploitation du territoire et par-dessus tout, gérer les jeunes hommes pleins de testostérone, de fougue et de volonté de puissance qui, s'ils ne trouvent pas rapidement leur place dans le groupe, peuvent rapidement se transformer en êtres asociaux et violents, détruisant tout sur leur passage dans cette haine qui les taraude et qui n'est autre que ce besoin inassouvi de puissance et d'énergie pour avoir les femmes. La recherche bouddhiste du non-être dans la méditation est donc à la base une façon subtile de calmer les jeunes hommes sans avenir, limitant ainsi les troubles sociaux générés par la frustration de ne pas pouvoir être un homme socialement intégré dans une vie familiale et économique. Voilà, petite vidéo pour essayer de remettre les choses à plat et de vous expliquer les fondements d'une spiritualité. Ce qui ne veut pas dire que la méditation n'est pas excellente, elle peut vous enlever la colère, comme on le voit pour ces moines bouddhistes qui vont dans la recherche du non-être, oublier cette frustration et cette colère et même vivre très bien des quelques bols de riz que leur apporte le peuple des producteurs. Et ils vivront ainsi leur vie d'homme, sans possession, sans femme et sans descendance, mais aussi sans angoisse, grâce à cette philosophie bouddhiste et à cette méditation calmante
extrêmement efficace pour faire passer les mots terrestres. Mais vous voyez qu'elle est quand même utilisée d'une façon globale pour calmer des sociétés, pour les stabiliser, l'important étant que la vie perdure. Ceci dit, la méditation est quelque chose d'excellent, pas que pour essayer de s'oublier en tant qu'être, d'oublier les souffrances terrestres dans le non-être d'une méditation basée sur une concentration en général d'un point au-dessus de la tête. Pourquoi ? Parce que physiologiquement, en pensant à un point au-dessus de la tête, on se projette nulle part, sauf en soi, dans la recherche de son équilibre personnel, et ça n'enclenche pas dans notre cerveau humain une réflexion et une mise en fonctionnement de l'inconscient pour trouver des solutions à nos problèmes. Mais il y a plusieurs types de méditation, et vous voyez certaines méditations qui peuvent être pratiquées avec une espèce de méditation contemplative sur un point en face de soi. Vous voyez, on dit pensez à un point ici ou pensez en face de soi. Le fait de penser à quelque chose en face de soi, d'essayer de ne penser à rien, mais en se projetant spirituellement vers l'avant, enclenche automatiquement, dans ce type de méditation particulière, qui n'est pas la méditation bouddhique comme ça, qui est une variation, si vous voulez, une mise en place du fonctionnement qui va se projeter spirituellement. S'il regarde devant, il regarde où ? Il regarde l'avenir, où il va. Je vais devant. Donc, il enclenche automatiquement dans le cerveau humain qui se focalise sur un point donné en face de lui, un mur, pour un pêcheur, l'eau où le poisson peut surgir, pour un conducteur sur la route qui se focalise d'une façon obsessionnelle sur la route, ou même pour le surfeur qui attend la vague en regardant devant lui l'ondulation pour voir si la bonne vague arrive, comme disait Joël de Rodet, il disait qu'il réfléchissait quand il avait passé ses vagues, et quand il regardait devant en attendant la vague. Oui, ce sont des systèmes qui enclenchent obligatoirement une espèce de méditation et un fonctionnement de l'inconscient qui se projette vers le futur et qui va, dans cette projection future, dans cette méditation, entraîner la cogitation de l'organisme, du cerveau, dans une espèce de relaxation totale où il n'est plus en veille, où toute son énergie est focalisée sur l'avenir et l'inconscient peut travailler à fond et, comme ça, trouver des réponses à des questionnements que l'homme a à l'intérieur de lui, mais trouver des réponses sans les chercher par cette espèce de méditation. Vous savez, l'hyperfocalisation du pêcheur lui permet de réfléchir sans réfléchir et de trouver des solutions. C'est Eureka, j'ai trouvé. La même chose pour le gars qui conduit. Alors on peut conduire sans réfléchir, mais il conduit et là, et d'un seul coup l'idée lui vient parce que le fait de penser, de regarder devant soi sans penser à rien, va faire surgir des idées et va faire apparaître des réflexions et vous allez trouver peut-être des réponses à ce que vous cherchez. Donc il y a plusieurs types de méditation. La méditation n'est pas du tout quelque chose de stupide, mais elle est utilisée par les sociétés, d'une façon absolument pas stupide, pour calmer des jeunes gens sans avenir et dans une espèce de méditation où on recherche le non-être. Ce qui ne veut pas dire que ces individus sont bêtes, ils peuvent aussi utiliser leur temps libre quand ils sont calmés de leur frustration terrestre de ne pas avoir d'énergie de femme, ce qui est notre programmation à la base, puisque la vie doit perdurer obligatoirement. La vie est là pour que la vie perdure, pour que l'esprit du monde puisse s'intégrer dans l'homme et s'émerveiller de sa grandeur et vivre la relation à l'autre. Mais si vous n'avez pas cette possibilité, le fait d'être un moine sage il se calme dans une méditation, il pense un point au-dessus de la tête, et après, il peut accumuler par cette méditation un savoir donné par les livres, donné par l'enseignement qu'il va recueillir dans ses bibliothèques. Quand on n'a pas de vie familiale et de vie productrice, on peut devenir une espèce de réservoir de données, la bibliothèque du Vatican, j'en passe, c'est des meilleurs, une espèce de savoir énorme, une accumulation de savoir et d'enseignement, mais qui est tout de même déconnecté de la vie et de l'expérience du vécu. Alors bien sûr, dans le bouddhisme, Bouddha, lui, a vécu une vie d'homme après une vie de renoncement, avant de se dire que c'était la voie du milieu qui était la même, donc celle de l'existence
de tester l'existence et d'y réfléchir avant d'abandonner son être. Bouddha a expérimenté la vie dans tous les sens, par la méditation, mais aussi par l'expérience, et ne peut être un sage, un homme spirituel, que celui qui a d'abord vécu et qui ensuite se retrouve en lui pour réfléchir au monde et en tirer des expériences, des analyses qui vont aider le monde et peut-être des analyses qui sortent de la méditation. Voilà, petite vidéo pour vous parler de la méditation, mais de sa fonction fondamentale pour recycler des individus sans avenir. C'était Fred Delavier. À bientôt et paix sur terre.